Roussillon, que j'ai créé il y a 25 ans avec un médecin pédopsychiatre, devenu un ami cher, un parent d'adultes sans solution déjà à l'époque, une éducatrice spécialisée et une administratrice de la DAS. Vous voyez un peu les... Donc, j'œuvre depuis ce temps, tant dans le secteur sanitaire que médico-social. Cela se traduit par des responsabilités au sein de conseils de surveillance et de commissions des représentants des usagers dans les hôpitaux. Nous parlions des soins somatiques également. Et au sein de la MDPH 66, où, poussés par mon engouement, je vais dire, plusieurs médecins généralistes et pédiatres et psychologues sont en train de passer leur DU à Montpellier, leur DU autisme. Ce que... Voilà. Donc, voilà. Pour rejoindre Dominique Ami, j'ai oublié une chose, excusez-moi. Nous avons créé dans les Pyrénées-Orientales, donc les ZAD dont je parlais, un foyer d'hébergement, un foyer d'accueil médicalisé. Nous sommes en attente d'une masse, puisqu'il y a encore des personnes lourdement handicapées sans aucune solution. Avec l'Éducation nationale, nous avons aidé à la création de 2 CLIS TED. Une UPI devrait ouvrir et nous réfléchissons à un projet, bon maintenant nous sommes tous soumis à des appels à projets de GEM pour personnes Asperger et nous réfléchissons aussi à l'extension dans un IME pour des séjours de répit ou d'évaluation et nous avons une antenne CRA PO Aude à Perpignan. Et nous réfléchissons aussi, bien sûr, avec les familles pour des projets individualisés quand il n'y a pas besoin réellement d'institutions, d'établissements, mais quand même un accompagnement dans la douceur et pour rassurer. Pour rejoindre Dominique Ami dans son propos, que j'apprécie dans le fait qu'elle cite les forces de créativité entre nous et vers l'enfant. Toujours. Donc je poserai cette question simple. Que pouvons-nous faire, parents et professionnels, pour restituer à cet enfant dit vulnérable, parce que moi je trouve, je vous ai dit, mes enfants ont plus de 30 ans, je trouve qu'ils ont une force et qu'ils nous apprennent des choses, la capacité de créer. Question qui pose déjà positivement la relation qui, elle, peut être quand même compliquée, de partenariat entre nous. L'image de communication que pointe Dominique entre la déjà mère et le fœtus est encore plus parlante lorsque nous, les mères concernées, nous avons l'impression, à travers nos enfants, qui peuvent paraître au bout d'un moment si étranges, différents, disent les autres, que tout ce que nous avons parlé lors de notre grossesse, toucher notre ventre, ne serait-il pas parti dans un néant? C'est déjà une des questions qui est comme ça. C'est pas dit toujours avec ces mots-là, mais c'est quelque chose qui revient, parce que moi j'échange beaucoup avec les familles lors de goûter, de dîner, j'en parlerai tout à l'heure. On essaie quand même d'être festif. Et notre bébé a-t-il entendu? Qu'en est-il resté? Quelle empreinte? Puisque dans la vie concrète, il semble ne pas nous comprendre, nous entendre, ne pas être réceptif, nous regarder, à nous, aux autres. Notre enfant, qui ne veut pas se laisser toucher, approcher, même sa mère, la mère avec un grand M, où est la joie chaude de nourrir son enfant? Allaitement, biberon, cuillère, mais quelque chose qui se passe. Elle n'est pas vraiment là. Le bain complice, caressant, envers notre bébé, pas toujours là non plus, il faut parfois faire très vite. La tendresse du câlin contre son cœur, les bras enveloppants, interdit. On a l'impression parfois de les faire souffrir. Plonger les yeux dans les yeux, vous savez, le nourrisson là, qui a ce regard avec ses sourires particuliers, inexistants. Et pourtant, un regard attrapé au vol. Vous savez, on se regarde dans le miroir, le bébé est là, et puis hop, on voit le regard, on se dit, tiens, j'existe. Une petite main qui s'accroche à notre poignet, ou alors à la montre que nous avons. Un sourire, vraiment serein, vous savez, comme les petits bouddhas, là. Quand le sommeil arrive enfin,
Et là, on se dit qu'il faut s'accrocher, que quelque chose sera possible, qu'il faut trouver. Et c'est avec tous ces manques que nous nous tournons vers les professionnels, quand nous sommes aussi lassés de tous les bons conseils, certes généreux, partant toujours pour nous aider, très amicaux, mais au bout d'un certain temps, c'est parfois culpabilisant. Ça vient de la proche famille, les amis, les voisins, les autres mamans, qui s'inquiètent pour un simple rhume de leur enfant normal, je mets toujours des guillemets, mais qui trouvent notre questionnement, notre inquiétude exagérée face à notre bébé distant. C'est ce questionnement, voire cette foule de questions-là qui nous assaillent, qui va devenir le pont avec les professionnels. Qu'allons-nous trouver ensemble pour que l'enfant soit plus avec nous, avec les autres, mais avec lui, qu'il puisse dire d'une façon ou d'une autre. On parle beaucoup d'accessibilité universelle dans le milieu handicap, mais la compréhension avec l'acceptation de l'autre, c'est déjà le premier échelon. Avant de mettre un ascenseur peut-être au Palais de Chambord, et pourtant il le faut. Bien entendu, les parents, la mère au départ, le père, mais au même niveau, la fratrie quand elle existe, les grands-parents, chacun à son niveau va tenter de traduire ce que semble exprimer malgré tous les silences, l'apparente indifférence, ou au contraire les cris discontinus, les troubles de sommeil, de nutrition, les intérêts quasi obsessionnels pour certains objets ou des sons, le refus du vêtement. Et ce que nous taisons par pudeur plus tard, l'automutilation et la coprophagie. Ce rôle de traducteur, on le retrouve aussi chez les parents de polyhandicapés et tous les non-disants pour une raison de santé ou une autre. Et le langage des signes, le docteur Soumi en parlait, je crois, ce matin, et quelqu'un d'autre, mais je suis arrivée un peu tard, n'est pas toujours adaptable ou adapté. Ce rôle de traducteur nous oblige à être créatifs dans notre relation parent-enfant, bien au-delà de la relation normale que nous imaginions ou avons vécu avec d'autres enfants non touchés. Ce rôle va durer jusqu'au bout pour certains d'entre nous et nous conduit à rencontrer des professionnels de tout secteur, parce que cette créativité, elle est avec les médecins, elle est avec les pédopsychiatres, elle est avec le pédiatre, mais elle est aussi avec l'instituteur, avec les éducs spécialisés, avec l'infirmier, avec tous les médecins des soins somatiques. Donc, ça en demande de la créativité. Car la personne autiste a besoin de tous. Et c'est avec tous ces professionnels différents que nous devons être innovants dans nos réponses. Moi, j'ai une anecdote que je rapproche de celle de Dominique de ce matin, lorsqu'elle a parlé du chauffeur de taxi. Nous nous étions rendus compte à l'hôpital de jour pour enfants à Perpignan, à Solivent, qu'il y avait un enfant, mais alors complètement mutique, et qui, on se disait, n'aura pas de langage. Et un jour, il était emmené en VSL, et le taxi dit la personne qui accueillait à l'hôpital de jour, au fait, il voudrait de la confiture de groseille. La personne ne fait pas attention de suite et dit « Ah ben c'est bien ». Et quand il retourne, là il dit à la maman ou au papa qui accueillait « Si », et puis il a commencé. Petite phrase. Bon, aujourd'hui, il travaille dans notre ESAT et je peux vous dire qu'il s'exprime très bien puisque c'est lui qui lit les menus et qui, de temps en temps, dit aux clients 2 verres, ça va, 3, les dégâts, je ne sais plus la phrase, mais il s'en sort très bien. Mais je me souviens de lui, si petit. Donc voilà, comme quoi, quand je dis qu'ils ont besoin de tous, eh bien, voyez, voilà, le chauffeur de taxi qui donc avait des compétences inconnues. Voilà, donc échanger entre parents, c'est bien, il faut même de la complicité, mais cela ne suffit pas. Car ce qui fonctionne pour notre petite Rebecca ne va pas du tout fonctionner pour Arnaud. Cette créativité doit s'adapter à des choses simples, concrètes, et bouger avec l'évolution individuelle de chaque enfant. Les autistes, et je sais que je prêche ici des convaincus, ne sont pas des clones. Ce côté concret, dont par exemple, dans le milieu sanitaire, les premières hospitalisations à domicile, qui demandent quand même
un effort pour les parents, hein, un tiers à la maison, ont demandé une indispensable créativité avant de songer à toute prise en charge en établissement, quel qu'il soit. Hein, ça peut être l'entrée en maternelle, l'entrée en crèche, mais ça se prépare malgré tout. Aider la mère, donc en général, hein, qui est présente, mais il y a des papas au foyer qui sont très bien, à s'approprier avec l'enfant cet espace commun tissé de sentiments. Lorsque peu à peu, dans l'ordre du possible, qu'il y ait l'adhésion, non, proposer, excusez-moi, alors je me relis même pas, proposer peu à peu, dans l'ordre du possible, qu'il y ait l'adhésion commune à l'interprétation des signes d'une part et d'autre part à là où les réponses, en général les, aux besoins pluriels de l'enfant, il faut ensemble élargir, toujours chacun à sa place, l'horizon des intérêts de l'enfant, mais toujours en douceur. Et là, bien entendu, c'est notre patience de parents qui est mise à l'épreuve. Quand je parle de chacun à sa place, j'ai une anecdote avec mon fils Loïc, hein, qui est le canner, il le dit lui-même, moi je suis le canner. Eh bien, il ne supportait pas que lorsque j'apprenais que il y avait une telle proposition de jeu ou de jeu de rôle ou je sais pas, des jeux éducatifs, hein, c'est un peu loin, proposés par l'équipe accompagnante, soignante, j'allais vite l'acheter et bien sûr j'allais le faire à la maison. Il me prenait le truc, ou ça partait par la fenêtre, et il me disait « Tu ne travailles pas à Sullivan ». Sullivan, c'était l'hôpital de jour. Il me dit, on fait des crêpes, parce que c'est un épicurien, on fait des crêpes, on fait un repas surprise, bon, avec ses mots, hein, mais bon, il s'exprimait, hein, France Culture, hein, ça aide. Même si c'était phrase très courte, très je commande, c'était assez clair. Donc, ce qui est bien, c'est que j'avais tellement acheté de choses que j'ai pu faire des dons dans des IME, dans des hôpitaux de jour, dans des crèches. Donc, voilà, hein, Loïc a aidé la communauté. Il n'a pas eu le nez sur le nombril. Voilà. Et donc, comment être avec notre enfant en acceptant l'aide et le regard de ce tiers qu'est le professionnel? Il faut, et nous voulons, je pense, conserver notre naturel de parents, parce que ça nous l'est demandé quelque part par nos enfants. Une autre anecdote en parlant de naturel de parents, nous rions souvent entre parents, souvent entre mamans, sur cette tierce personne, qui qu'elle soit, qui est toujours là, et que les autres parents d'enfants dits normaux n'ont pas à connaître. Eh bien, au goûter, au petit dîner, en échangeant nos recettes, eh bien, nous sourions ou nous rions des petits travers que nous avons remarqués. Comment tu fais avec tel pédopsie? Et le psychologue, machin, tu as vu? Il me semble que... Ah, et l'infirmière, tu as vu? Elle pourrait s'habiller autrement. On ne parle pas du soin, on ne parle pas de leur travail. Mais on a besoin d'échanger sur des choses normales qu'on échange entre êtres humains. Hein, je crois que c'est un peu notre exutoire. Ça nous rassure. Puis, bon, ça permet des fois où on a... Moi, je me rappelle de parents qui ne sont pas de ma génération qui disaient, parfois on nous recevait, il y avait quelqu'un, alors maintenant ça se fait un peu dans les entretiens d'emploi, le fauteuil est un peu plus haut et moi je suis sur une chaise plus basse, comme si ça marquait un peu une inégalité de connaissances. Alors ça c'est quelque chose heureusement qui disparaît, mais bon, ce petit sourire entre nous nous aide. Parce qu'en même temps, nous avons à gérer notre colère, notre douleur, qui se traduit souvent par une sensation d'injustice. Pourquoi moi ? Pourquoi nous? Je me permets parfois de répondre lors donc de ces victuailles communes. Oui, mais enfin, pourquoi le voisin, hein? Est-ce que ce serait plus juste? C'est sûr, ce serait plus arrangeant. Et donc, la patience des professionnels, elle est demandée et elle est de prendre en compte nos questions incessantes, nos doutes, nos vérités aussi, nos exagérations, voilà, tout ce qui fait que notre douleur de parents, de personnes différentes mais enrichissantes. Créativité, adaptabilité, il faut nous donner la main pour le mieux-être. Je prends la main de Dominique, là c'est du concret. Le mieux vivre de ces enfants qui en fin de compte le restent pour peu de temps, hein, ils sont enfants peu de temps. Et mon souhait, et ça a été dit ce matin, est que les adultes autistes ne soient pas oubliés dans cette recherche de réponses multiples. Nous devons continuer à faire appel à notre esprit d'inventivité dans l'accompagnement et nous
nous devons nous intéresser toujours à cette logique qui leur semble propre, à leur, quelqu'un avait dit, thermomètre d'émotion. Et oui, des fois on se prend des coups de chaud, des coups de froid. Et aussi à leur vision de notre réalité. Est-ce qu'elle est si facile pour aller vers eux? Et en tant qu'être humain, en dehors de ma maternité personnelle, les personnes handicapées par suite d'autisme m'ont beaucoup enrichi. Et grâce à elles, je sais que je ne suis pas passée à côté de certaines choses qui font la vie. J'en ai encore beaucoup à apprendre à leur côté. Et notamment la combativité positive et la pugnacité. Et aujourd'hui, ces personnes m'ont appris à partager avec vous. Merci. Écoutez, voilà, moi je suis profondément émue et reprendre la parole, c'est difficile. On avait pensé, je ne sais pas, Christian, on pose des questions, on fait un débat avec la salle. Merci. Bien, ben. Des questions? Voilà, on est un peu saisi d'émotion, mais on ne perd pas de temps. Donc, s'il y a des questions... Oui, je voudrais simplement revenir, peut-être ce que vous avez dit sur les liens entre l'équipe. Vous avez parlé de réseau, de partenariat, d'équipe, de place de chacun. Et je trouve que, alors étant moi-même formateur dans une institution d'éducateurs, travaillant parfois sur des contenus sur le partenariat, souvent... les professionnels nous disant « mais la famille, on la met où ? Est-ce qu'elle peut avoir une fonction de partenariat ? Est-ce qu'elle rentre dans les partenaires ? Est-ce qu'elle est extraite des partenaires ?» Alors, il ne s'agit pas uniquement de problématiques relevant de personnes autistes, mais ce lien-là me semble relativement intéressant, peut-être à cerner d'un peu plus près, parce que oui, si on pouvait avancer, peut-être mieux le cerner, mieux le formuler. Je vous remercie. Je donne beaucoup de formations toute l'année et je rencontre encore des institutions dans lesquelles les parents sont vus 2 fois dans l'année, voire une fois à la fête de Noël en plus. Et je me demande comment on peut travailler comme ça. Parce que quand on est en face d'enfants, en contact, eux et nous, en face d'enfants qui sont souvent extraordinairement énigmatiques. Voilà. Je crois qu'on a besoin de partager ensemble nos questions et nos réflexions. Ce que je vous disais pour cette maman, vous savez, à propos de la petite musique de nuit, qui me disait qu'elle l'avait... Je crois que ça m'a considérablement aidée, parce que si je n'avais pas compris l'origine de cette petite musique que cet enfant avait dans la tête, peut-être que je ne me serais jamais orientée vers le type de travail que j'ai fait avec lui. Et je crois que, et c'est pour ça que moi j'ai toujours vu les parents toutes les 3 semaines, qu'ils soient dans ma petite unité, que je vois les enfants en thérapie, il y a à construire ensemble, il y a à élaborer ensemble. Quand on reste trop éloignés les uns des autres, je pense à quelque chose de très bête et qui est par exemple le problème de l'alimentation. Vous avez des parents qui sont consternés parce que l'enfant crache, jette, mange dans l'assiette d'à côté, fait n'importe quoi. Alors ils nous demandent de travailler la question. Alors on réfléchit en équipe, tout autant la thérapeute que je suis, parce que moi je crois qu'une psychothérapeute avec des enfants comme ça, elle n'est pas là pour rester dans son bureau. Elle est là pour l'aider à faire des liens qui sont absents chez lui. Ce sont des enfants qui sont hors lien. Donc aidons-les à faire des liens avec le reste de l'équipe, avec les différentes salles, avec les parents.
Et donc, on réfléchit à un objectif. Et puis, si on ne dit pas aux parents comment on va procéder, eux aussi, en toute bonne foi et en toute réflexion, ils vont peut-être mettre un petit programme éducatif ou avoir des idées. Mais s'ils font exactement le contraire de ce que nous faisons, nous, l'enfant explose. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle le partenariat avec les parents. Et dans cette petite unité où j'accueillais des enfants tout petits, 2 à 5 ans, je me suis d'ailleurs beaucoup fait taper sur les doigts à cette époque-là, en 97, parce qu'on me disait un diagnostic à 2 ans. Enfin bon, on n'en est plus là, Dieu merci. Mais il est vrai que je participais à toute l'une des 3 matinées pour pouvoir vraiment être dans une vraie relation de discussion avec les parents. Je crois que quelquefois, on peut les conseiller, on peut leur dire des choses, mais eux aussi. Eux, ils peuvent avoir une façon de faire qui est plus intéressante que la nôtre. Et si on ne partage pas ça, c'est même pas qu'on perd du temps, c'est qu'on peut aller vers des moments trop difficiles. Je ne sais pas si vous avez envie de... Peut-être après. D'autres paroles ? Je voudrais simplement rappeler, lors des premières assises à Marseille, il y avait Jacques Constant qui avait évoqué la question de la rhumatologie psychiatrique ou quelque chose comme ça. Et je crois que ces enfants sont très sensibles aux articulations entre les personnes. André Bullinger nous a parlé des articulations du coude, mais je crois que les articulations entre les personnes, c'est aussi important pour eux. Oui, sur la co-créativité parents-professionnels, moi j'ai travaillé avec Sésame Autisme pendant un certain nombre d'années, et notamment à l'ouverture du premier CAT dans la région, qui était le CAT La Pradelle. Et c'était vraiment, je dirais, une co-construction entre des professionnels, des parents, sur ce que serait que cet établissement, comment il pourrait accueillir une population un peu atypique pour un ESAT. Hein, je crois qu'on s'était rencontrés après quelques années. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je me rappelle, j'arrivais du monde hospitalier. Hein, j'avais commencé par travailler dans les hôpitaux de jour. Et j'avais rencontré des enfants autistes, mais les adultes autistes, je ne connaissais pas. Et c'est grâce à la Pradelle, c'est grâce à cette co-construction que j'ai découvert les adultes autistes, il y a maintenant 25 ans. Mais par contre, je crois que la connaissance que j'avais de les avoir rencontrés enfants me permettait de comprendre comment ils étaient adultes, finalement, ou ce qui n'avait pas pu être travaillé pour certains. Au début de la Pradelle, au début de la création de cet établissement, il y a eu une politique sur laquelle je n'étais pas forcément partie prenante, qui était un peu de dire c'est un monde d'adultes, c'est maintenant le lieu des adultes, et les parents, on vous verra une fois par an, quoi, hein. C'était une fois ou 2 fois par an. C'était un peu une position qui était tenue. Bon, voilà, je passerai les détails. Et pour avoir après travaillé dans d'autres créations pour adultes autistes, je sais que j'ai pas du tout fonctionné pareil, et qu'il m'a semblé fondamental, certes, de faire que cet adulte-là, il a son espace personnel, il a son espace individuel, et qu'il est important que tout le monde le respecte, mais pas que les parents, aussi les éducateurs qui l'accompagnent. C'est-à-dire que l'espace personnel, il s'adresse à tout le monde. Mais par contre, il me paraissait toujours important de garder du lien et des rencontres régulières. Reste après que pour organiser ça, ça prend du temps, et que c'est pas toujours aussi simple que ça. Voilà. Mais ça me paraît quand même, quand c'est possible et quand c'est prévu dans le projet institutionnel, je dirais, ça me paraît toujours porteur. J'en profite pour vous saluer très chaleureusement, puisque nous sommes croisés à la Pradelle souvent. Oui, en effet, hein, par exemple pour notre ESAT Le Mona, alors bien entendu, je dis bien entendu parce que pour l'ESAT, hein, il n'y en a que 3 spécifiques autisme en France. Vous voyez que ce n'est pas facile. Hein, il faut déjà sortir de l'idée que autisme et travail, c'est tout à fait impossible. Et donc, pour l'ESAT, que les parents ne viennent pas sur le lieu de travail, c'est normal.
là, il faut de temps en temps aller vers de la normalité entre deux mots. Mais par contre, pour leur lieu de vie, le foyer d'hébergement, où ils ont des appartements individuels, là, les parents viennent quand ils le désirent, mais surtout quand même avec le désir de leur enfant qui veut bien les recevoir. Il n'y a pas de jour de visite, il n'y a pas d'heure téléphonique de visite, il n'y a pas... voilà. Mais il est demandé aux parents de prévenir qu'il vient, mais de prévenir surtout l'ouvrier autiste qui vit là. C'est quand même lui le premier qui dit j'ouvre ma chambre ou j'ouvre pas. Ou aujourd'hui je fais un anniversaire dans mon logement. Les parents, non, ça va pas être pareil, on va pas s'amuser pareil. Hein, voilà. Donc, mais on laisse cette liberté, on n'était pas parti. Voilà. Et justement pour cette coopération parents, c'est très bien de rappeler qu'il y avait eu ce projet écrit par des parents et des professionnels. Nous avons fait la même chose pour les Atlemona, en sachant que notre conseil d'administration, et c'est là où nous avons exactement par contre la même place, c'est qu'au conseil d'administration de César Mottis-Roussillon, il y a des parents de très jeunes enfants, des parents d'ados, des parents d'adultes, et voire vieillissants, et il y a des administrateurs professionnels du milieu sanitaire, du milieu éducatif, des infirmières, enfin voilà. Et là, ce sont des administrateurs. Donc si vous êtes dans d'autres associations, hein, même chez les philatélistes, les administrateurs sont égaux dans leur prise de parole, dans ce qu'ils ont à dire, dans ce qu'ils proposent, et c'est un travail en commun. Et là, on apprend aussi un partenariat enlevé de tous les fantasmes qu'on peut avoir les uns les autres. Et là où il y a eu un travail aussi intéressant, ça a été quand même d'oser écrire ensemble, donc professionnels, parents, à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, une clinique, on a été obligé de l'appeler comme ça pour ce qu'on a appelé aujourd'hui le nerf de la guerre, les moyens, mais ça a été écrit avec, il y a des éducateurs, il y a des éducatifs, il y a du magaton, mais c'est à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, c'est pas un hôpital de jour, c'est plutôt, il fonctionne en réseau femmes-masse. C'était pour des personnes qui étaient autistes, qui étaient souvent pas diagnostiquées, qu'ils sont aujourd'hui, et qui étaient, à partir de 16 ans, dans des, comment on appelait ça, parce qu'aujourd'hui on dit pôle, mais c'est pavillon. À la limite, avec un octogénaire ayant des troubles. Heureusement qu'aujourd'hui, des associations pour la maladie d'Alzheimer se battent, mais avant, ils étaient souvent en hôpitaux psychiatriques. Hein. Donc, vous voyez un peu le mélange qui n'était ni bon ni pour les uns ni pour les autres. Donc, on nous a laissé, je crois que c'est un des rares projets en France de ce type de... Je ne sais pas comment l'appeler, ça s'appelle Les Campilles, et où on travaille justement, il y a une présentation sur la douleur des non-disants, parce que là aussi, quand on parle de créativité, un adulte vraiment non-disant et qui, a priori, ne marque vraiment rien, qui est en fauteuil roulant, savoir si c'est une douleur physique, psychique, si c'est quelque chose qui passe pas bien, hein, la fausse route, on en a parlé, enfin des choses qui... Il y a vraiment là un travail de recherche ensemble avec les familles, quand elles sont là, hein, c'est une réflexion qu'il faut avoir quand ils sont adultes, et les professionnels qui les accompagnent, autant soignants qu'éducatifs. Voilà. Merci d'y avoir songé. Oui, c'est plus un écho qu'une question. Enfin, d'abord, je trouve que les interventions auxquelles on vient d'assister sont extrêmement intéressantes. Ceci dit, à nouveau, je dois dire que je suis en interrogation sur un certain nombre de notions que j'ai vu infiltrer le champ où je me situe, enfin le champ du soin, la notion de partenaire. La notion de partenaire, en ce qui me concerne, je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement flou, qui n'a pas d'assise véritablement pensée, qui nous a été plus ou moins infligé. Enfin, en tous les cas, pour ma part, c'est quelque chose que je me suis laissé infiltrer, y compris par ce signifiant. Moi, je suis un peu de la vieille école. Je dirais l'équipe, faire équipe, travailler ensemble, penser ensemble. Ceci dit, cet ensemble, c'est aussi pouvoir se différencier, etc. Donc, je dois dire que comme ce matin, enfin, je veux dire que je pense qu'il est important de retrouver quelques réflexions au niveau des fondamentaux. L'écart qu'il existe entre établissement, institution, l'écart, enfin, je veux dire, le faire équipe, enfin, je veux dire,
Pour ma part, j'avais un peu travaillé cela dans le cadre de vie sociale et traitement, de cette notion de l'équipe technique par rapport à qu'une équipe technique ouverte puisse partir en équipé, au sens de vivre quelque chose de l'ordre d'une aventure. Il y a aussi une dimension aussi de l'organisation, de l'articulation. Je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes du côté de la phénoménologie. Je dirais la dimension, par exemple, de la constellation. Une constellation, je veux dire que c'est un système gravitationnel, mais en même temps avec des centres de gravité. Comment tout ça s'articule? Alors, pour ma part, je dirais que de ces journées, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment de revenir sur des retours, mais au niveau du refondement. Moi, je sens cela, je sens que c'est une exigence de plus en plus importante, y compris de clarification, dans la simplicité aussi. Voilà. Peut-être une dernière.